direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Hey, hier, c'était le concours de dessin. Ouais, c'est vrai. C'est janvier. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le samedi, le 16 janvier 2016. Yes. J'ai l'impression de me répéter. Mon nom est Éric Lajoie et je suis l'animateur C'est une honte. C'est une honte? Depuis quand, ça? Ben, à toutes les semaines, tu te dis c'est pas de ma faute parce que là, je coupe court. Ouais. Je dis le fond de ta pensée. C'est une honte. Bon, ben, je viens de me faire couper mon running gag. Sur ce, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Donc, comme je disais, je m'appelle Éric Lajoie, puis il n'y a pas de honte là-dedans. Je suis accompagné par Conan Arsenault. Salut, Mister. Salut, Mister. Je suis accompagné également par celui qui a outrepassé ses droits réguliers, Mikey G. Et qui tentera de revenir dans tes bonnes grâces pendant 1 heure. Ah, t'as beaucoup d'ouvrages à faire. Et on a aussi des invités, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On va garder un petit suspense. Ça fait que Mikey, parlant de non-suspense cette fois-ci, avec quoi qu'on commence? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Hey, Conan, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine selon toi? Ah, ben là, on est obligé d'en parler quand même si tout le monde est déjà un petit peu fatigué d'en parler, mais on a eu une dure semaine au point de vue de perte de gens. Ouais, je sais qu'on a l'habitude dans nos émissions de commencer avec des décès, là, que ce soit Phil ou que ce soit Simon, ouais, là, il aime ça parler de décès. Et là, 2016 nous a entre guillemets gâtés, puis j'aime pas trop ça dire ça comme ça. En tout cas, il y a un méchant show qui se prépare à quelque part. Voilà, c'est sûr, parce que là, juste pour nous geeks, là, c'est des gens qu'on connaît. Là, je veux dire, je vais te laisser commencer dans l'ordre que tu le désignes. Ben, c'est sûr que moi personnellement, la personne qu'on a perdue qui m'a le plus touché, c'est Monsieur Bowie. Donc, David Bowie. Si c'est juste pour sa coupe de cheveux et son maniement expert des boules de cristal dans l'excellent film de Labyrinthe. Oh non, mais... Vraiment, malheureusement, oui, c'est ça. Quelle perte. On a aussi perdu Bear Adams. Non, Bear Grill Adams. Grizzly Adams. Grizzly Adams, yes. Dan Haggerty. C'est pas lui, j'aurais mis en deuxième. Ben, mais, écoute... ouais, c'est ça. Non, puis David Bowie, je veux dire. Ouais, le Tin White Duke, c'est bien ça, c'est son nom. Il y en avait tellement. Donc ensuite aussi. Où c'est qu'on va apprendre nos potions, les gars? Oh, c'est vrai. Où c'est qu'on va apprendre à faire nos potions? Où c'est que, oui, Hans Gruber. Oh, ben oui. Oui, notre ami. Et aussi, bien entendu. T'allais rejoindre son frère. Alan Rickman qui est décédé au même âge que David Bowie d'ailleurs, 69 ans. Écoute. Et lui, ça nous a pris par surprise dans le sens que Bowie était malade depuis quand même quelques mois. Rickman, ça a pris tout le monde par surprise, surtout que... Puis là, je me rappelais, moi j'ai encore écouté Galaxy Quest il y a à peine 2 mois, puis je trouve qu'il vole le show dans ce film. Ah oui, tellement. Mais ça nous a un peu pris au dépourvu. Au mois de décembre, il y avait eu Lemmy Kilmister, le chanteur et bassiste de Motorhead, bien sûr, aussi. Mais le plus grand de tous, c'est évidemment le chanteur des Baronnets. C'est lui qu'on s'ennuie le plus. C'est le seul qui n'a pas de lien avec notre émission, mais... on va s'ennuyer de lui. Oui, regarde, OK. Je pense pas que le fait qu'on n'en parle pas soit un manque dans les communications au Québec en général. Je pense que tout le monde a une avenue quelque part pour en avoir entendu parler, à tout le moins. Probablement. Bon, on continue ça avec des nouvelles. Ben là, on va y aller un petit peu plus jovial. Ben là. Dis-moi pas quelque chose d'autre. Moi, j'ai quelque chose pour vous autres. Bon, t'es mort, Mikey. Non, c'est pas mes morts, c'est pour justement réégayer les troupes. Okay. Je vous suggère d'écouter de la musique d'une autre façon qu'avec seulement les tympans, qu'avec seulement les oreilles. Écoutez de la musique avec le nerf vague. Le nerf vague qui est conducteur à peu près de 80% dans notre corps, là, le plus long nerf du corps humain. Comment on fait pour écouter de la musique avec notre nerf vague? Ben, évidemment, c'est une plug 1.8. Non? Ben oui, okay. Mais pas que ça. Pas juste ça. De n'importe quelle façon, tant que tu le mets assez fort, j'imagine. Ça prend... c'est ça sûr. cote le coccyx sur le fond d'un speaker, d'après moi, le nerf vague va aller... Ah,
Ron Stewart, pas Ron Stewart, voyons. Hey, laisse donc faire. Le géant de la radio qui a fait jouer une femme avec son speaker. Ouais, c'est Howard Stern. Bon, merci beaucoup. Yes. Non, mais c'est pas, merci. C'est pas de ça que je veux parler. Par contre, c'est des nouvelles restantes du CES de cette année. Je vous présente le Nirvana. Le Nirvana. Le Nirvana. Parce ils ont décidé de donner un mauvais jeu de mots comme nom de produit. Oui. Nirvana. Oui, c'est pour ça que j'aime ça. Ouais. Premièrement, le design est incroyable. On dirait qu'un iPod première génération et un Walkman Sony jaune ont eu un enfant ensemble. Oh, c'était une bonne idée, ça. Oui, c'était une très bonne idée. Mais ce que ça fait, c'est que il y a quelque chose de spécial dans les écouteurs qui stimule le nerf vague. Et ça, lorsqu'on écoute de la musique, chaque beat, chaque sentiment, chaque ambiance de la musique envoie une décharge au nerf vague qui, lui, envoie au cerveau une dose de dopamine directement. C'est de la dopamine pure grâce à de la musique. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que t'as pas seulement besoin, tu peux pas juste écouter de la musique là avec CD ou ordinaire ou Bandcamp ou whatever. Tu peux aller dans des salles de spectacle pour t'en servir parce que ces écouteurs-là sont munis d'un micro intégré pour capter les sons ambiants. Okay. Donc, on va pouvoir se doper à la dopamine en allant écouter des groupes hommages à Nirvana avec son Nirvana. En tout cas, mais le pire, c'est que pour ceux qui sont musiciens, okay, s'il y en a dans nos auditeurs, quand tu joues de la guitare, okay, une guitare acoustique, une grosse guitare sèche. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je commençais à jouer. Moi, j'avais à côté par accident un des deux supports pour les straps qui est en métal, qui est placé dans le fond sur le bas de la guitare et sur le côté à rolle-manche. J'avais à côté celui du bas sur un mur. Okay? Ce qui a fait en sorte que tout le son de la guitare, au lieu de seulement vibrer à l'intérieur de l'acoustique de la guitare, vibrait dans le mur et j'étais à côté dans le mur. Et là, toute la vibration, là, je l'ai comme senti. Puis à minute qu'une guitare est bien accordée, puis toutes les notes sonnent ensemble comme du monde, là, t'as comme tout ton corps qui vibre de la bonne façon, là, qui oscille tout à la même vitesse. Ça donne un buzz. Ça tingle. Ouais, c'est ça. Mais j'imagine que c'est quelque chose de similaire là, avec ton air vague. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé au CES, puis certaines réactions ont été, justement, après. Un coup que la personne s'est levée après avoir écouté, mettons, Thriller de Michael Jackson, pendant à peu près 5-10 minutes, elle pouvait pas s'empêcher de rire et de sourire. Là, son niveau de bonheur était vraiment à 10 sur 10 pendant 5 à 10 minutes. Après ça... Presque weird. Mais c'est quelle sorte de... Moi, ce que je comprends pas, c'est comment la stimulation des nerfs se fait. C'est quoi? C'est une impulsion électromagnétique? C'est juste du son? Parce que ça marche pas vraiment comme ça, un nerf, là. C'est une impulsion électrique? C'est pas comme... C'est une impulsion électrique. Les écouteurs diffusent la musique, puis des ondes directement dans le nerf vague. Donc, écoute, j'ai pas les blueprints. Mon sceptique en moi lève un sourcil parce que il me semble que en tout cas on va regarder ça. On va regarder ça bientôt, certain, parce que ça va être disponible cette année, commercialisé au printemps au prix de 299 $. Alors, pour l'essayer, hein. Moi, je me dis l'explorateur des sciences des geeks. Je vais peut-être. Je mets ça dans les airs, là, mais je vais peut-être me le procurer puis vous dire si ça marche. Je te conseille à ce prix-là de l'essayer en magasin avant. Ouais, exactement. Puis que si ça fonctionne, de pas l'acheter tout de suite parce que t'es encore sur ton boss de bonheur. Exactement. Tu vas prendre une petite marche. Tu peux revenir après. Tu réfléchis, tu reviens. Eric, toujours de bons conseils. Ben oui. Donc, autre chose? Bon, moi j'ai une bonne nouvelle que... Oui, c'est une bonne nouvelle. OK. Matt Groening a signé avec Netflix pour un show exclusif à Netflix. Il va faire autre chose que les Simpsons? Et Futurama. Ouais, et Futurama. Les Simpsons, parce qu'il a fait comme 15 saisons de trop. C'est quasiment triste de dire ça. Mais... 15 saisons de trop, là, t'es dur. Bon, mettons 12. Mettons 10. Ça fait combien de temps que tu suis plus ça, là? Environ 10 saisons. C'est ça. La plupart du monde ont décroché, puis les autres ont continué, parce que je sais plus qui écoute les Simpsons. Je sais plus, moi non plus. Mais ça existe encore, donc il doit y avoir un public. Mais il doit y avoir des postes de TV qui disent, là, tant qu'on ferme pas, faut que ça joue. Ouais, exactement. Il y a aussi des contrats automatiques. Là, mais donc, c'est ça. Il y a malheureusement aucune nouvelle à propos de ça va être quoi le sujet ou le temps, mais on sait qu'il va y avoir 10 épisodes. Donc, 2 saisons probablement de 10 épisodes. De Matt Groening sur Netflix. Donc, c'est encore une fois un autre atout à Netflix. S'ils peuvent avoir quelque chose de big comme Groening, ça peut quand même être intéressant. Ouais. Donc, parlant de séries télé, oui.
Une série télé qui a été vraiment, comment dire, un phare de série télé de science-fiction. Les X-Files reviennent. Oui, c'est vrai, c'est en tournage présentement. En fait, il y a même le premier épisode qui a déjà été sorti. Il y a quelques critiques qui l'ont vu. La réception était assez tiède, je dirais. Ben, si ça ressemble au film récemment, qui avait sorti peut-être là, 6 ou 7 ans. Ouais, pas le premier film comme le film qui est sorti, comme quand personne savait qu'il y avait un film qui allait sortir des X-Files. Quand la série était déjà has-been depuis longtemps. Ils ont sorti un film, puis ça a passé sous le radar, là, pour ne pas dire sous le sol sur lequel le radar était. Je me souviens, je sais que je l'ai écouté, mais aucun souvenir. Ouais, X-Files 2, la qualité est ailleurs. Allez, on voit ça en musique? Ben oui! Yes! La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. J'ai écouté quelques films cette semaine, dont un qui m'a vraiment surpris. Je sais que Conan en avait parlé il y a quelques mois à l'émission, et moi j'écoute tout en retard parce que je suis comme ça. Hein? Donc, un film qui s'appelle It Follows. Ça, c'est un beau petit film d'horreur indépendant qui est sorti l'an dernier, qui m'a surpris. Non seulement par la façon que le script, par la façon que les acteurs travaillent, par la façon que la cinématographie du film travaille aussi, les plans de caméra, j'adorais ça, mais la trame sonore, qui a été fait par un musicien du nom de Disaster Peace, qui, pour les amateurs de jeux vidéo, se rappelleront que c'est celui qui avait fait la trame sonore du jeu Fez. Le jeu controversé, le jeu du controversé Phil Fish, on va dire ça comme ça, c'est plus adéquat, qui est quand même un jeu de dessin qui a beaucoup plus de qualité que son créateur, donc... Oh, shots fired! Non, mais écoute, le gars, c'est jamais aidé, là. Chaque fois qu'on le voit en avant d'une caméra, il se tire lui-même dans le pied. Je me demande comment il fait pour tenir debout. J'aurais aimé ça prendre pour lui mais non. Non, c'est ça. Je sais pas comment il fait marcher. Donc... On va y aller avec une pièce du film It Follows, composée par Disaster Peace. La pièce s'appelle Title, parce que c'était celle-là qui avait une longueur raisonnable pour l'émission. Et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors, c'était un extrait relativement court, mais tout de même évocateur du film It Follows, la pièce Title, composée par Disaster Peace. En passant, ambiance sonore de clavier pété, ça me rappelait le même feeling que j'ai eu la première fois que j'ai joué au premier Mass Effect, où j'avais adoré la trame sonore de ce jeu-là. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui a été, comme, selon moi, bien poursuivi dans les deux autres, mais ça, c'est mon opinion bien personnelle, là. J'ai vraiment une préférence pour le premier. Bon, tout ça pour dire que
Hey, encore des nouvelles. Encore des nouvelles. Encore des nouvelles. Hey! Ah, ben, Puis encore de Netflix. Encore de Netflix. Voyons. Il arrête donc même plus. Il y a comme un pattern. Ouais. Est-ce que t'as déjà vu le film, mon cher Eric, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire? C'est pas le film avec Jim Carrey qui fait l'oncle qui veut l'oncle. Lemony Snicket, ça. Ouais, exactement. Les aventures de Series of Disastrous Adventures de Lemony Snicket. Donc, il va y avoir une télésérie de ça. Produite par Netflix. Et puis, ce qui est intéressant pour moi dans cette série-là, c'est que c'est Neil Patrick Harris qui va faire l'oncle. Donc, Neil Patrick Harris, je pense que s'il y a un acteur que je me dis qui serait capable d'incarner une espèce de physicalité que Jim Carrey avait portée, ce serait Neil Patrick Harris. Je pense qu'il serait capable de le faire. On va lui donner un break, mais reste que les acteurs qui ont eu à reprendre des rôles que Jim Carrey avait fait dans le passé, ça... C'est-tu déjà arrivé que ça a été succès? C'est ça. C'est exactement. Honnêtement, là, pendant qu'on se parle, j'y pense, là, pis non. Ben là, je pense rapidement au Masque 2, à Dumb and Dumberer, que c'est les deux qui... Les jeunes. Non, ça a jamais... C'est des grands souliers à chausser, pour être honnête. Là. Mais malgré ce que le monde pense de notre copain Jim, reste que le gars... une façon très, très, très unique de travailler qui est bien difficile à cloner, là, à reproduire. Ouais, non, c'est un acteur quand même unique, là, même s'il fait pas tout le temps des bons films. Non, c'est ça. Non, il y a plus souvent hit que miss. Ouais. C'est mon avis. Je te dirais que ça doit être un 50-50 avec les années qui se... Ouais, peut-être. Ouais. Okay. Donc, encore une belle nouvelle. La semaine passée, on avait parlé, je sais pas si tu te souviens, d'un oiseau qui était complètement cruel, là, qui se gardait... Ouais, le faucon qui ramassait des animaux vivants, qui mettait un trou, qui mettait une roche en avant pour le garder pour plus tard. Là. Yes! Sympathique. Donc ça, c'était pas mal métal. Donc, on a trouvé une autre sorte de... Ben là, c'est une autre sorte d'oiseau qui est, selon moi, encore plus... Destroy, c'est pas un faucon ni un aigle, c'est un vautour, le vautour barbu, ouais. Je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle en français, mais c'est le bearded vulture. Ben lui, cet oiseau-là ne mange que des os. Oh yeah. OK, juste des os. Juste des os. Il mange rien d'autre que les os, puis même pas comme le bon petit mou en dedans. Pas la moelle. Non, pas la moelle des os, là. Il mange des os, puis il mange aussi des fois des pierres pour l'aider à digérer les os dans son... Yes! Okay. Donc, je mange des os, puis quand il n'y a plus rien d'autre, pourquoi? Ah, un petit condiment. On va se prendre une poignée de roche. Je bois de la sriracha, puis faire passer ça une bonne gorgée d'acide batterie. Yes. Donc, dans les nouvelles Destroy. Donc, dans les prochains... bon, vous savez que les robots s'en viennent pour nous... éventuellement. Pour éventuellement nous asservir. Exactement. La singularité va arriver, on sait juste pas quand. Et on connaît tous le robot Atlas, construit par DARPA. Donc, Atlas, c'est un robot qui mimique les mouvements humains. Donc, il court, il marche. Souvent, là, il est utilisé dans des exemples... C'est lui qui essaie de jouer au soccer puis qui manque le ballon tout le temps? Non. Mais ce serait cool, une série d'Atlas qui joue au soccer. Je suis sûr que ça ferait un match intéressant. Ouais. Mais donc, Atlas, DARPA, c'est ceux qui ont fait de Big Dog. C'est ceux qui font comme les grosses poussées au point de vue de la robotique, surtout dans l'armée. Donc, mais la machine qui s'appelle Atlas a été récupérée par l'Institut des humains et machines, de cognition des humains et machines en Floride, qui essaie de lui apprendre des tâches comme ménagères. Donc là, ils sont en train d'essayer d'y apprendre à passer l'aspirateur. OK. Donc, ça fait combien de temps que le Roomba le fait déjà? Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est comme, il avait jamais entendu parler du concept du Roomba, ça a l'air. Okay. Mais peut-être que les robots, après nous avoir éliminés, vont pouvoir faire la ménage. Puis j'imagine que les Roombas vont être les animaux de compagnie de ces robots-là, exactement. Quand ils vont être tannés eux-mêmes de passer l'aspirateur, ils vont demander à leur petit robot de passer l'aspirateur. Nice. T'as d'autres choses, j'espère? Oui, j'ai d'autres choses. Une belle nouvelle dans l'espace. La Chine. Oui. La Chine, ils ont beaucoup de plans pour l'exploration spatiale. Mais, entre autres, leur gros plan qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent aller sur le côté obscur de la Lune. OK. Yes. Okay. Donc, les Chinois veulent allunir dans le côté obscur. Je sais pas pourquoi. Mais ça a l'air que ça ferait un beau poster. OK. Je sais pas. OK. Ils vont dire, c'est vrai, il fait noir. C'est pas mal. C'est tout. Mais je pense qu'ils vont trouver la base secrète des nazis. Son secret pour vendre de l'ombre, puis ils vont en chercher plus que partout ailleurs. Je sais pas, regarde, OK, c'est des Chinois. Mais donc, ça va être un petit rover qui s'appelle le lapin de Jade. Hein? Le lapin de Jade. C'est cute, hein? Non. Oui, c'est cute. Bon. OK. OK, on va parler de film?
Oui. Yes. Si on parle de film, t'as-tu quelque chose pour nous autres, Mikey? Bon, Ou on te prend de cours un petit peu? On te prend de cours un petit peu. Ah, ok. C'est pas Bon, ben, on va grave. être C'est pas là-dedans. grave. On va parler du fait qu'on l'a pris de cours pendant quelques secondes, le temps Exactement. qu'il puisse mettre le thème. Parce que, tu sais, Chronique Cinéma! je me disais, ça faisait déjà un bout que l'émission avait commencé. On n'avait pas encore parlé de film avec toi. C'était comme, Ben, wow. mais non, mais il fallait bien que je fasse que je remplisse les ondes. Donc, hey, on a écouté plein de films ce temps-ci. Toi Oui. aussi, on en a parlé un peu avant l'émission. Je sais pas si j'avais parlé de Green Inferno la semaine passée. Je me souviens. Non. Il me semble que non. Non. Ben, t'en avais parlé, je pense. Tu parlais, c'était le projet du gars qui avait fait Blue Ruin, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok. c'est Green Room. Et Ok, oh my Green God, Room, que c'est j'ai vrai. hâte que ça sorte en Blu-ray pour que tout le monde puisse enfin Ça fait beaucoup de couleurs, ça. Ouais, Blue Ruin, beaucoup de Green Room, Green Blu-ray. Inferno, ouais, non, Ok. exactement. Non, Green Inferno, c'est le film de cannibale du réalisateur Eli Roth, qui a été connu pour la série, entre autres, là, Hostel. Hostel, oui. Donc, c'est son dernier film. Ça faisait longtemps qu'il avait fait quelque chose. Je pense que le dernier film qu'il a fait avant, c'est le très, très mauvais film dont j'oublie le nom, avec Keanu Reeves, qui reçoit deux nymphètes violentes chez eux. Là, c'est pas très bon. J'oublie le nom, je veux même pas dire le nom tellement que c'était pas bon. Puis, donc, c'est ça, son dernier film avant, c'était ça. Donc, Green Inferno... L'histoire, en gros, là, c'est des activistes qui se ramassent dans une gang de cannibales dans la jungle en Amérique du Sud. Et puis, oh my God. Pour les amateurs de gore, ils vont être satisfaits. Les effets spéciaux sont là. La forêt est aussi bien filmée. Mais, Ah, on a placé la caméra là, elle a pas bougé rien, c'était parfait. non, mais c'est, non, Tu sais, mais quand t'essayes de trouver des qualités à un film, là. Ouais, vraiment. Tu sais, je pense que j'ai l'impression que le gore a comme plus sa place dans le shock value au cinéma. Comme, là, on a passé combien de Hostel, combien de Décadence, combien de films qui ont fait un gros succès, comme, là, voir quelqu'un se couper la langue, c'est pas si choquant que ça. Ça peut plus être le seul élément de C'est ça. vente de ton film. Il fut Exactement. un temps où quand les effets spéciaux étaient compliqués à atteindre, que tu réussissais à avoir du gore très crédible dans les années 80-90, là, c'était un argument de vente. Ouais, Maintenant, plus maintenant. c'est quand ça te prend autre chose. Ça te prend un bon scénario, ça te prend une bonne atmosphère, ça prend peut-être bons acteurs, bon script, bonne cinématographie, peu importe, juste le gore, c'est comme... Fait que c'est un peu ça. Fait que ce film-là, c'est un peu ça. Ouais, mais j'ai Ouais. pas embarqué dans ce qu'on appelle avec beaucoup de gentillesse la torture porn. La torture porn, ouais, C'est exactement. ça, Hostel, t'inquiète, c'est pas le genre de film d'horreur qui m'a fait capoter. là. J'ai aimé le script du premier, ça, puis c'était correct. Décadence là, mais 1, c'était intéressant vu que c'était c'est le ça, premier. mais non. sinon, j'aime beaucoup plus les films ambiance. Je parlais d'It Follows dans la première partie de l'émission. Puis j'ai adoré ce film-là parce que justement, c'est un film qui est entièrement basé sur l'atmosphère. Fait que c'est ça. On n'a pas j'adore besoin de voir le sang gicler pour être choqué par l'idée du sang qui gicle. ça. Exactement. Donc, ma cote, c'est 4 jambes sur 10. Eh, boy. Oh, oui, Ouais. ok. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup les effets spéciaux pratiques. Là, je donne tous les points dans les effets spéciaux, c'est tout. C'est la fin est pas bonne en plus. Oh my God. Non, il y a rien de... Donc, j'ai écouté aussi The Intern avec Robert De Niro, ouais, et puis Anne Hathaway. C'est un vieux qui se ramasse par un programme de compagnie qui veulent, je sais pas pourquoi ils veulent ça, mais ils veulent avoir des vieux dans leur compagnie. Donc, c'est le coup classique là, du vieux qui va travailler dans une place de jeunes et oh my God, ses habitudes sont tellement différentes, t'es jeune. Ouais. C'est assez pathétique. Je veux dire, on sent qu'ils ont eu du fun pour de vrai. Là, j'ai ri vraiment un peu fort du film, mais on sent qu'ils ont du plaisir à tourner. C'est pas quelque chose qui est vraiment douloureux à écouter, mais c'est tellement vide. Puis malgré un De Niro qui est gentil, il fait bien la job, mais il fait juste un vieux C'est juste monsieur même avec des gentil. murs opaques puis des lunettes fumées, tu vois les punch arriver de loin. Ah là. oui. Ah, tellement. Tu sais, comme, elle l'aime pas au début parce qu'elle est occupée de sa vie de tous les jours de femme, trop Ouais. occupée, mais là, il va réussir à tu sais, ouais. C'est comme, je vois plus rien, il y a tellement de clichés. C'est pas ça. Donc, ça a Ok, été un 5 sur 10 parce que c'était inoffensif, mais en essence, on peut l'oublier. Ok. Sinon, il y a un lutteur qui t'a agréablement surpris, je crois. Hein? Oh my God, oui, j'allais justement parler de ce film-là. Ok. Moi, j'écoute pas la lutte tant que ça, mais qu'est-ce qui se passe avec John Cena? Oh my God, révélation de l'humour de l'année, ce gars-là. Il est de loin la meilleure partie du film Trainwreck.
Ouais, qui était le film de Joe Apatow, qui était le véhicule pour Amy Schumer. C'est-tu Joe Apatow qui a fait ça? J'avais Oui, pas réalisé, oui, mais oui. ouais, tu me le dis maintenant puis je le vois. Donc, il était excellent là-dedans, là, avec ses menaces complètement à ton homo-érotique, puis lui, il ne savait pas, là. Il était très, très bon. Et là, j'ai écouté l'excellente comédie surprise pour moi, Sisters, avec Tina Fey puis Amy Poehler. Oui. Qui font deux sœurs, nécessairement, comme le titre le dit. Spoiler, man! Ouais. Spoiler! Oh my god! Donc, Star Wars se passe dans l'espace. Spoiler! Continue, sans vouloir parce que le rôle de John Cena est très très cool là-dedans, il fait comme juste un vendeur de drogue, mais il est vraiment parfait dans son rôle. Et puis le film, pour de vrai, moi j'ai vraiment aimé ça. C'est comme un film d'ado pour adultes, dans le sens que c'est deux sœurs qui en sachant la vente de la maison de leur enfance, décident de faire un party. Donc, ils invitent tout le monde de leur secondaire, puis c'est de revivre un peu les beats qu'ils ont eu parce que là, ils sont vieilles, puis ils veulent faire le party. Faut dire que le duo Poehler-Fey fait beaucoup dans ce créneau-là, film d'ado pour adultes. Oui, quand même. On pense à Maman Baby. Ouais, Baby Mama, mais c'est vraiment meilleur que que tous les films de Tina Fey puis Amy Poehler, je dirais, parce que moi, j'étais un gros fan de ces deux-là, plus à la télévision. Donc, Parks and Recreation pour Amy Poehler, puis 30 Rock pour Tina Fey. Bien entendu. Vraiment, là, on sent là, c'est eux qui ont le contrôle vraiment sur le film. Ils l'ont écrit, produit, c'est pas eux qui l'ont réalisé, mais on sent vraiment que c'est à propos du duo, et puis la chimie passe vraiment bien. Mais Cena a des chances de faire une belle transition vers les films aussi, parce que de tout ce qu'on a blâmé de John Cena pour les amateurs de lutte des 15 dernières années, jamais ses talents au micro ont été mis en doute. Jamais. Ça fait pas partie de ses failles, bien au contraire. C'est un gars qui a toujours été très solide au micro. C'est la qualité des lutteurs qui lui permet de faire la transition plus facilement. The Rock en étant la preuve. Et une autre preuve, c'est que la raison pour laquelle Hulk Hogan n'a jamais été capable de faire le switch, c'est qu'il est juste capable de crier des phrases de 8 mots. Et après ça, c'est terminé. Tu m'as rappelé ce désastre qui était Hulk Hogan au cinéma. Ouais, c'est ça. Puis les autres qui ont essayé de faire la transition, ça n'a jamais été très... surtout les films produits par la WWE. Ouais, ça mérite beaucoup de hauts collés ensemble. Donc, non, c'est... Mais Cena a la chance de faire le switch, puis... moi, je suis sûr de le voir dans d'autres choses, en tout cas dans d'autres comédies, parce que vraiment, il y a le timing... Il y a un bon timing Il y a un bon comique. timing. Dans Sisters, il y a vraiment des tatous qui font tout son cou, puis c'est comme sa face, puis il s'appelle Pazuzu, là. C'est excellent. Donc oui, Sisters, là, vraiment, moi, ça m'a surpris au bout. Je l'ai écouté avec un de mes amis qui a eu les comédies et qui était vraiment crampé tout le long. Tina Fey, on voit une Tina Fey qui, comme on la voit très rarement, un peu la grande sœur, pas slutty, là, mais pas loin, là. Ouais, on voit des dynamiques qu'on n'a pas vu souvent avec ces deux extraits, donc c'est très très le fun. Yes. Bon, hey, on est rendu au point de moitié. Ben oui. Oui. Fait qu'on va y aller avec une petite pause de pub, puis on vous revient après avec pas une surprise, mais deux. Oh! Il est fou, hein? Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque en ce samedi 16 janvier 2016, parce que ça me tentait de le répéter 2 fois dans l'émission aujourd'hui. Parce qu'il y a 2-16, fait que 2 fois. Bon. Ça, c'est mes caprices complètement inoffensifs, mais que je vous fais quand même subir, parce que c'est mon émission que j'anime. Ouais, pis c'est qui fait les thèmes? Ouais, ok, c'est bon. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Merci pour cette leçon d'humilité, de me faire remettre à ma place. C'est mon rôle. C'est ton rôle. Notre émission, c'est ça que j'aurais dû dire. Voilà. Cette semaine, on a 2 invités qui nous parviennent tout droit d'un autre podcast qui se fait ici dans la région de Québec. Et on trouve ça important d'en parler parce que nous, oui, on est en ondes depuis 4 ans. On a notre podcast maintenant que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube, LGCA, bien sûr. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est oui, vrai. on en a une.
Bref, donc, d'autres copains qui font du podcast ici à Québec. On parle de Arcade Québec et je reçois ici en studio Stéphane Goulet et Jean-François Dion. Salut les boys! Salut. Salut. Donc, faites-moi un petit résumé là, à propos, dans le fond, de qu'est-ce que c'est Arcade Québec? Arcade Québec, dans le fond, c'est deux choses, OK? Donc, c'est le podcast. Donc, le podcast, c'est un podcast éditorial qu'on sort une fois par semaine. On parle strictement de jeux vidéo, donc on ratisse pas large comme vous autres. Là, on est vraiment, nous autres... jeux vidéo, point. OK? Oui. On pourrait le faire, en fait, mais c'est parce qu'on n'a pas de discipline. Exact. Fait que, on parle de ce qu'on a envie de parler, puis on se rend compte qu'il y a plein de sujets, mais... D'ailleurs, je suis vraiment impressionné par votre culture générale geek, là, je veux dire. Moi, je ratisse pas l'âge comme ça, personnellement, là. Non, ça nous apporte, moi, ça m'a apporté personnellement, là, de longues années de célibat. Donc... ça nous a tous un peu touchés, c'est sûr. Dans le fond, notre but vraiment, là, c'est vraiment l'actualité. On va faire découvrir vraiment jeux vidéo en général. Là, vraiment, on est des gars de Québec. On enregistre à Charlebourg directement. Donc, on est vraiment là. Une fois par semaine, on sort ça sur à peu près toutes les plateformes possibles. On ratisse relativement large. On est sur, bien sûr, vous parliez de YouTube tantôt, on est là-dessus. On se filme en le faisant. D'ailleurs, il n'y a aucune plus-value de nous regarder, là, OK? C'est vraiment l'audio qui est là. On est bien sûr, sur toutes les autres plateformes là, de podcast. On ratisse relativement large. On a des entrevues exclusives qu'on essaie aussi d'avoir une fois de temps en temps. Donc, d'ailleurs, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Là. C'est véritablement... on est vraiment contents d'être là. Puis pour vous autres, c'est une belle opportunité par rapport à la ville de Québec qui, depuis quelques années, beaucoup de compagnies de jeux vidéo se sont installées. Saint-Roch fait en sorte que la possibilité d'avoir des gens, de parler avec ces gens-là, dans l'univers du jeu vidéo, c'est assez en vie à Québec. Là. D'ailleurs, on a eu quelques entrevues exclusives. Donc, on a commencé en avril dernier, avril 2015. Depuis, on a quelques entrevues exclusives qu'on a eues. On travaille sur d'autres, bien sûr. On a eu des gens d'Ubisoft Québec qui sont venus nous parler, dans le fond, de la conception là, du Assassin's Creed. Syndicate, donc ils venaient de le terminer. Ils sont venus nous expliquer là, un peu dans un podcast là, en 2015 comment ils ont construit la ville de Londres, comment ils ont réussi à faire le tout. Donc, je pense que c'est une entrevue qui est intéressante. D'ailleurs, ces gens-là, on travaille pour les revoir. Là. Ils vont revenir. Ils nous ont presque confirmé le tout. On aura aussi des entrevues avec des gens de Frima. Donc, on essaie vraiment d'y aller là avec du contenu là, vraiment plus local là, pour intéresser bien sûr les gens. Les créateurs locaux. Oui, bien sûr. C'est important. Puis ce qui est le fun, c'est que l'endroit le permet ici, ça qui est plaisant. Là. On aurait fait ce genre d'émission-là, vous et nous, là, 10 ans, puis ça aurait vraiment pas été la même capacité de contenu local. Là. Il y avait rien. Là. Non. C'est clair. C'est sûr. D'ailleurs, on a aussi quelques petites vidéos qu'on met aussi sur YouTube. Là, où on présente des jeux. Donc, c'est peut-être, dans le fond, le podcast, c'est vraiment notre fer de lance, dans le fond, si vous voulez, là, c'est vraiment ce qu'on tente de faire la promotion au maximum. Mais on a aussi quelques petits jeux vidéo qu'on met sur Internet une fois de temps en temps, donc sur YouTube. Mais sur la page d'arcadequebec.com, là, on a tout ça. Puis Arcade Québec, c'est aussi, donc dans le fond, je vous donne une primeur, on l'a jamais annoncé nulle part. C'est vraiment aujourd'hui, donc super primeur. T'as peu, je vais me lever. Attention, OK. Garde tes vêtements. Donc, on a, ça va être sur twitch.tv/arcadequebec, arcadeqc, pardon, twitch.tv/arcadeqc. On va faire à partir de mercredi à toutes les semaines. Donc, on appelle ça les mercredis Twitch, Arcade Québec. À partir du 20 janvier à 19h, on débute. Donc, tous les mercredis, on fait de la diffusion de jeux vidéo sur Twitch. C'est pas annoncé pantoute nulle part, là, donc une primeur pour vous. Donc, on a gardé ça pour vous. Merci. Yes! Donc, vous allez faire... ça, c'est quelque chose qui est très, très fun à suivre. Il y en a pas beaucoup au Québec qui le font encore. Toute la culture du let's play. Là. Il y a des gens qui jouent aux vidéos, qui commentent soit en direct, soit préenregistré. Mais c'est quelque chose qu'on peut suivre. Il y en a plein là, des YouTubers qui font ce genre de channel-là. J'allais dire canal, mais canaux. En tout cas, Chaîne, j'aime ça. C'est chaîne. C'est chaîne. Mais tout ça pour dire que il y en a pas beaucoup au Québec, puis plus qu'il va en avoir, plus que ça va être cool. Donc, hey les gars, j'aimerais ça vous connaître un peu mieux. En tant que gamer. Okay. Le jeu en ce moment que vous revenez toujours à, aussitôt que vous avez du temps, vous jouez à ça. Là. Ben, en fait, pour ceux qui suivent le podcast, ne seraient pas surpris de dire Fallout 4 pour moi. Ah, oui, okay. On est tous dans Fallout 4. La moitié de mon temps de gaming par semaine passe sur Fallout 4. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à Fallout 4, cette semaine est sorti le premier vrai gros update du jeu. Sur console? Sur PC. Sur PC à date. Là. Mais beaucoup de petits problèmes fatigants qui ont été réglés. J'ai été surpris de la quantité de modifications qui ont été faites. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour nous autres. Là. Entre autres, que tu regardes un setter, tu peux savoir où c'est qu'il travaille au lieu de le deviner à chaque fois. Oh, God. Ça devenait compliqué. Oui, hein? Ils ont réglé quelques petites affaires
fait comme ça, c'est le fun. Mais bref. Ou de prendre des trucs comme on faisait, là, de prendre une arme, de la renommer en fonction de la job, puis de la donner aux settlers. Oui, c'est ça. Ou de mettre tout le même linge, là. Ceux qui travaillent là, tu lui donnes ça comme linge. Puis, moi, j'ai perdu un temps. Vous êtes patients, les gars, de faire ça. Moi, c'est fou. Fuck. Je les trouve très patients, justement. Moi aussi, je me lance pas. J'ai 3 games en parallèle en plus. Ah oui, mais toi, dépendant de quel t'es un malade, Eric. T'es un malade. Non, je sais Fallout très bien. 4 pour toi aussi? Oui, bien sûr, je suis dans Fallout 4, mais moi, je suis, dans le fond, on est 3 personnes qui font le podcast. Moi, je suis un peu plus du genre tire partout. Je suis impulsif dans mes achats. Je joue beaucoup sur console, justement. Donc, beaucoup PlayStation 4. Je suis beaucoup PlayStation, là, je vous dirais. J'ai toute le Vita, toute la patente, là, OK? Jeff, qui est ici avec nous, lui, il est plus, dans le fond, Xbox, je crois. Hein, c'est pas mal plus ça. Est-ce que vous êtes... C'est la seule console que j'ai, puis je joue un peu sur PC, là. C'est juste que mon setup est plus optimal dans mon salon que dans mon bureau avec mon ordi. Exactement. Puis Guillaume, pardon, excuse-moi. Moi, j'ai mixé les deux. Hein. Mon ordi est plugué sur ma TV dans mon salon avec un clavier souris sans fil. Fait que j'imagine que j'étais Guillaume... un joueur de console avant, puis c'était un jeu PC. J'imagine que Guillaume, c'est le PC Master Race. C'est le PC Master et c'est aussi le roi du très vieux jeu vidéo. Ah, OK. Donc, rétro. Exactement, donc très rétro. C'est lui aussi qui fait qui va être le maître de la plateforme Twitch. Donc, qui est un très bon élément, là, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer avec nous aujourd'hui. C'est impardonnable. Vous aurez aimé le connaître. Ce n'est que partie remise à ce moment-là, parce qu'au pire, on pourra vous réinviter quand ce sera votre premier anniversaire. Oui, bien sûr, en avril, ça serait... Oui, ça va être bientôt. Tout à fait. Mais donc, c'est arcadequebec.com. Simplement. Arcade QC ou Arcade Québec, tout court, ça fonctionne les deux. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien sur notre page Facebook, bien sûr. Donc, Facebook.com/les geeks contre-attaque. Et aussi, on va mettre un lien pour votre futur Twitch. Yes, oui, qui s'en vient mercredi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ah, c'est live là? Oui, dans le fond, on est en bêta depuis quelques semaines, donc ceux qui nous connaissent un peu le savaient, mais on n'a vraiment pas annoncé là, qu'on commençait véritablement. Donc là, on est prêt. On a fait tellement de tests. Je pense qu'en espérant que ça va bien sortir, soyez indulgents pour le début, on sait jamais. Hein. Est-ce qu'on peut avoir les jeux que vous allez jouer mercredi ou c'est tout dans le secret des dieux encore? Pour l'instant, on pensait faire du petit indie game. Dans le fond, vraiment rester peut-être Ori and the Blind Forest, là, qui est un de mes coups de cœur de 2015. Là, qui a eu des nominations beaucoup aux Video Game Awards d'ailleurs. Exactement. Je pensais faire Her Story, donc qui est un jeu qui a gagné aussi beaucoup de prix au niveau du Game Awards. Par contre, c'est un jeu qui, tu le fais une fois, il y a un punch puis c'est terminé. Donc je me suis dit, c'est trop spoiler pour les gens. Donc allons-y peut-être avec Ori and the Blind Forest là, cette semaine. Yes. Puis il y a beaucoup de jeux. J'ai manqué un peu la vague des jeux indépendants l'année dernière. Là. J'en ai pas essayé beaucoup. Et là, je vais essayer de me rattraper parce que cette année va être une grosse année. Là. On a regardé les jeux qui s'en venaient pour sortir. Juste du côté indépendant, on va être gâtés pendant toute l'année. Et on parle pas certains AAA aussi qui s'en viennent. Là, mais 2015 était une très bonne année, autant côté film que côté jeux vidéo. Les autres, on s'est fait beaucoup de fun. Puis 2016, encore là, de ce côté-là, ça semble très fast. Donc, si vous voulez avoir vraiment là, un jeu que moi j'attends énormément dans la première... C'est ce que j'allais vous demander, c'est quoi vos attentes là, 2016? Dans la première partie là, vraiment de 2016, là, si on parle de indie game, il y a Unravel là, qui est poussé par... on joue une pelote de laine, donc une pelote de laine rouge, et c'est un jeu qui est poussé par Electronic Arts, mais qui est d'un développeur indépendant. Je pense que celui-là va vraiment... Là, même principe que, dans le fond, Child of Light, qui était un produit Ubisoft, mais qui était poussé par une branche indépendante un peu. Oui, ça c'est intéressant. Aussi, autour du mois d'avril, si on est chanceux, No Man's Sky. Yes, oui, on se croise les doigts. On se croise les doigts. J'attends encore Afterbirth pour le PS4, là, qu'on était supposé avoir avant la fin de l'année, hein, Edmund? C'est toujours ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas version PC, moi j'attends aussi la version PS4 d'ailleurs. Là, donc, No Man's Sky, ça m'étonnerait pas que ce soit reporté, même en 2017. Je serais pas surpris non plus. On espère pas, on se croise les doigts, mais quand même. Là, en même temps, j'aime mieux qu'ils prennent le temps de sortir droite que plein de bugs, puis tu sais... Pour rappeler aux auditeurs, c'est le jeu où on se promène dans l'espace, mais on peut aller voir n'importe quelle planète jusqu'à y embarquer, puis toutes les planètes sont différentes et sont générées roguelike. C'est le premier à découvrir, tu peux la nommer aussi. C'est ça, c'est que c'est un univers tellement vaste que le nombre de joueurs qui vont jouer en simultané, quand même qui joueraient pendant 10 ans, ils n'auront pas tous découvert l'univers que le jeu va avoir créé. Malade. Qui se crée de façon procédurale, en mesure que tu l'explores. Puis on peut nommer une planète, mais on peut nommer aussi les éléments sur la planète, les animaux, les plantes, les animaux. Oui, notre co-animateur Simon là, se peut plus là. Et il va tellement avoir des planètes avec des noms complètement pas mentionnables à la radio ni à la télévision. Oh, on est pareil. C'est sûr, c'est certain ça. Hey, on va prendre une petite pause musicale. Je vous dis merci les boys. Restez avec nous autres pour le reste de l'émission. Vous pouvez commenter les prochaines nouvelles, s'amuser avec nous autres, puis
C'est à vos risques et périls. Donc, Cool, c'est gentil, merci. fait que, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et cette fois-ci, c'est une gracieuseté de Conan. Oh yes! Qu'est-ce que tu nous as amené? Oh yes! Ces temps-ci, je sais pas, honnêtement, je sais même pas comment j'ai eu ça dans mes affaires, mais je suis tombé sur une tonne du jeu de Genesis Splatterhouse. Oui! Donc, qui date de je sais plus quelle année, mais oh my god, c'est vieux. La tonne s'appelle Bellyache Battle. Et puis, honnêtement, là, j'essaie de trouver je suis pas encore le voir sur OC Remix. J'imagine que du monde ont repris en remix parce que cette tune-là, à drive un moyen temps, je trouve. Donc, Splatterhouse au Genesis, on va en rétro et on vous revient tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks contre-attaque. Ça arrête demain. Ça arrête demain. Hey. Splatterhouse, c'est le jeu qui m'a fait tomber en amour avec l'arme du shotgun. Ouais, c'est parce que c'était un premier jeu avec une thématique d'horreur là, qui était quand même qui était populaire. Ben, de toute façon, un des jeux qui était très représentatif de la console Sega à l'époque, parce que c'était une exclusivité. Il y avait pas ça au Nintendo, donc faisait partie des jeux exclusifs à l'époque. C'est-tu le jeu qu'on peut mettre le hamster dans le micro-ondes? Non. Non, ça c'est Maniac Mansion. Ok, c'est House Mansion. Non, c'est tellement pas la même affaire. C'est le Mansion qui m'a... Oh oui. Alors, oui, qu'on a. Ouais. C'est quoi ta spécialité des films, hein? C'est ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Hey, j'ai beaucoup de temps libre lors de mes fonctions pour lesquelles je suis payé. Okay. Alors, je m'aventure sur YouTube et je regarde des let's play.
bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu nommé FTL existe. Oui. Bon, un jeu dans l'espace où tout fuck et il faut que tu te démardes. Oui. En gros, c'est ça. Fuck ta loc, là, c'est ça le nom du jeu. Fuck ta loc, finalement. Ouais, c'est ça. FTL. Un jeu dans le même dans le même environnement, Ah, c'est-à-dire je celui sais, de tu l'espace. vas nous parler de Tarsis. Et voilà. Oui, c'est un jeu qui est en développement présentement, vas-y. Oui, c'est bon, finalement, c'est comme Yum dans l'espace. Yum, Non, le jeu de dés. Ouais, c'est un jeu de dés, donc le RNG est très très présent, donc faut pas que tu sois rebuté par le contenu généré aléatoirement. Mais la prémisse est quand même assez bonne. C'est une gang d'astronautes qui s'en vont sur Mars et tout fuck en même temps. Ils ont 10 semaines pour se rendre sur Mars. À toutes les semaines, il y a plusieurs problèmes dans chaque partie du vaisseau. Chaque membre de l'équipage est spécialisé dans une certaine fonction. Il y a un médecin, il y a un pilote, il y a un mécanique, tout ça. Et dépendamment de leur spécialité, quand tu roules un certain chiffre, ben tu peux te servir de leur spécialité. T'as un certain nombre à rouler pour régler les problèmes, pour pas recevoir soit du dommage à ton équipage ou à ton vaisseau. Et les dés dont tu peux pas te servir, tu peux t'en servir pour faire des projets de recherche séparément. Donc, quand tu as une suite, plus que tu as une suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as des bonus qui arrivent avec ça. Tu as un effet de stress aussi qui arrive à toutes les semaines si tu reçois du dommage ou tu t'en... quelque chose de vraiment intéressant et important aussi. Il y a du cannibalisme dans ce jeu-là. C'est ça, c'est que le jeu, dans le fond, à chaque fois que tu fais une transition d'une semaine à l'autre, ton équipage te donne le choix entre 2 décisions. Plus que leur sanité est affectée par les événements, plus leur option qu'ils te donnent est mauvaise. Ben oui. Ils commencent à avoir des mauvaises idées, puis des idées qui aident juste eux autres. Ils vont plus manger des patates. Ils vont manger c'est ça, c'est un roguelike, comme on aime, là, comme les Binding of Isaac de ce monde, tout ça, mais avec un élément vraiment board game. Oui. Où c'est que t'as un jeu par tour avec les dés. Moi, j'ai vu le même let's play que Mikey, probablement c'est Miniature Nerd qui l'a fait en 2 parties. Et j'ai bien aimé ça. Je vais probablement le procurer à sa sortie. C'est un jeu qui est un peu comme Curious Exploration, mais j'ai découvert le jeu en écoutant un let's play de ce jeu-là, donc oui, Tarsis, ça semble très intéressant. Ouais, sur c'est quelle un plateforme, PC seulement? Ben... à date, oui, c'est PC, aussi sur Steam. Ils ont aussi fait une vidéo sur Who's Your Daddy. Je sais pas si t'as entendu ce jeu-là indépendant qui est encore en développement, est encore en alpha. Non, je connais Shower with Daddy, mais... Non, c'est pas ça. Who's Your Daddy, c'est simple, c'est un jeu que tu joues à 2 joueurs. C'est un jeu versus. Où est-ce que t'as un joueur qui joue le rôle d'un bébé, puis t'as un joueur qui joue le rôle de son père, dans une maison. Et le bébé, le rôle du père, t'as 4 heures avant que ta femme revienne. Il faut que t'empêches le bébé de se tuer. Wow, j'adore. Puis la job du bébé, c'est de se tuer. Ça va boire des trucs empoisonnés. Ouais, ou ça calme ça dans l'escalier ou ça... Oh, wow. Exactement. Wow. Un peu, là, c'est ça. Ça ressemble à quoi visuellement? C'est du visuellement, visuellement, c'est du 3D en première personne. Okay. Et c'est ça. Le bébé, il peut pas atteindre tous les objets parce qu'il est trop petit, mais il peut passer par les conduits de ventilation. Des places que seul l'adulte peut pas aller, là. Le père, lui, il faut que tu trouves, mettons, un cadenas pour être capable de barrer les armoires avant qu'ils viennent fouiller dedans. Que tu ranges les fourchettes pour pas qu'ils mettent dans exactement. Mettre des capuchons sur les prises de courant pour pas qu'ils mettent des fourchettes dedans. C'est excellent. Écoute, c'était tellement drôle de voir ça aller parce que le let's play, dans le fond, t'entendais les 2 joueurs, mais séparément parce qu'ils étaient dans des pièces différentes. Ben oui. Tu peux pas être dans ma pièce quand tu joues à ça, évidemment, parce que non, c'est ça, l'autre. Ça joue online, bien sûr, mais le concept est le fun, mais on s'entend que les graphiques, le jeu est en pré-alpha, là. Ouf. C'est pas, je te dirais que le bébé, sa tête est comme inclinée bizarre, puis c'est weird. Mais j'adore ce genre de haut concept pété là, quand c'est bien amené. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon. T'as-tu d'autres choses? Hein? Moi, en fait, la seule question par rapport au jeu qui tu me parlais, là, la seule question que j'ai, c'est est-ce qu'il trouve Matt Damon? Non, il trouve pas Matt Damon. Le punch est beaucoup plus... Mais est-ce qu'il y a une histoire vraiment ou c'est plus genre c'est la gestion de ressources
dans un univers random. C'est beaucoup plus gestion de ressources. À chaque fin de semaine, finalement, il y a un petit bout d'histoire qui est pas vraiment important. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui fait le jeu. Les actions sont pas comme, mettons, dans FTL. Ben, t'as des dans fins FTL, différentes. c'est quand même story-driven dans le sens que, tu sais, tu te fais poursuivre par la vague des rebelles qui t'en viennent. Faut que tu fasses des moves contre, tu sais. Il y a des méchants, clairement. Là, c'est plus survie dans l'espace. C'est ça. À toutes les semaines, c'est la même histoire qui revient. C'est juste la fin qui diffère dépendamment de ton score, j'imagine. Ouais, ça peut être très intéressant comme jeu quand même. C'est ça. Puis le jeu est en pré-alpha, donc il est en bêta, dans le fond. Et il y a encore des changements qui peuvent... bien entendu, il est en green light. Donc, les gens qui sont là-dessus peuvent faire des suggestions. Les développeurs sont à l'écoute, font des updates régulièrement. Donc, ouais, moi, j'ai essayé un petit jeu vraiment en fait que je voulais en parler, les gars. J'aimerais ça qu'on joue à Manet ensemble parce que c'est vraiment un jeu qui est vraiment multiplayer. Le jeu s'appelle Thief Town. Il est sorti, je vous disais, ça fait pas très longtemps. Il était pas très cher sur le PSN. Je pense qu'il était comme 3 piastres. Graphique d'Atari. Ouais, c'est à ce point-là. Ouais, c'est pas des graphiques de Nintendo, c'est des graphiques de Atari ou de Coleco. C'est vraiment là le plus simple possible. Okay. C'est multiplayer et le but c'est de poignarder tes amis. Donc c'est une ville de voleurs exactement, donc des petits voleurs à la Lucky Luke là, ils ont comme le bandeau avec les petits yeux jaunes, ils ont un sac avec un cache dessus, tu sais. Et puis c'est parce que ce qui est le fun c'est que c'est aussi faire la différence entre du AI et tes amis. Si vous jouez à 4, il va y avoir 25 petits bonhommes dans l'écran. Il faut que tu trouves les 3 autres qui sont tes joueurs avec toi, il faut que tu les stabs sans qu'ils te pognent. C'est très rapide, c'est très drôle, puis toutes les techniques qu'on a développées pour regarder les autres tricher servent vraiment bien dans ce jeu. Donc tu regardes si tes amis ils bougent le personnage, puis là ce que le bonhomme il bouge aussi en même temps, donc toutes les techniques qu'on a appris pour tricher à GoldenEye. Ouais, c'est vrai, nous autres on jouait avec des cartons qu'on accrochait pour voir l'écran des autres. Étiez parce que j'ai un de mes amis qui tripait à jouer avec les proximity mines. C'est des trouvait des façons très créatives d'y cacher, je te dirais, c'est particulier. Un de mes amis savait tous les spawn points par cœur. Il mettait une proximity mine dans l'ordre. Donc, si tu mourais une fois, tu mourrais comme 15 fois. Ça, ou ça qu'il mettait en dessous des gilets pare-balles ou des ailes. Ah oui, mais ça. Enfin, mais ça, c'est classique. Si tu te faisais avoir par ça, là, t'étais un noob. Ou en dessous d'un cadavre aussi. Ouh! C'est fun, c'est que tu mettais la mine, puis t'es juste à côté d'un cadavre, fait que là, tu voyais pas la mine, tu marchais. C'est fascinant. Ah, GoldenEye. Ouais, GoldenEye. Mais Perfect Dark aussi qui était... J'ai jamais joué à ça. C'est l'équivalent. Avec plus d'armes puis plus un genre d'ambiance futuriste. Mais c'était Rare, dans le fond, c'était la même compagnie. Okay. Donc, et dans le même genre, ceux qui ont suivi Rare, les Time Splitters au PlayStation étaient des... J'ai pas entendu dire qu'il allait y avoir un remake de ça ou... Oui, à savoir si ça va être la même équipe ou le même feeling, je sais pas. Parce que tous les GoldenEye qui ont suivi GoldenEye, tous les jeux de James Bond ont jamais été... Oui. Ont jamais eu cette touche-là il manquait tout un petit quelque chose. Ou il était très différent, il était plus basé sur les films. c'est ça, plus sur l'histoire. Ils n'ont jamais réussi à rattraper. Ouais. Mais c'est quand même le premier jeu de shooter. C'est le premier FPS console. Non, c'est le premier jeu de console populaire de shooter. Ouais. Parce qu'il y en a eu avant, il y avait eu les ports de Doom, les ports de... Oh, mais c'est pas le premier multiplayer? Ça, c'est le premier multiplayer console FPS. C'est le premier, dans le fond, qui permettait vraiment de jouer très facilement ensemble, mais je pense pas que ce soit le premier à avoir... Parce que les autres l'ont manqué avant lui. Mais c'est... le premier PVP. C'est ça. Peut-être. Il semble qu'il y avait... c'est celui qui se faisait le mieux, en tout cas, qui se prenait en main le plus rapidement. Sans compter que le Nintendo 64 avait l'avantage sur toutes les autres consoles qui l'avaient précédé d'avoir des contrôleurs qui permettaient de bien jouer des jeux 3D. Ouais. Qui avaient les premiers qui avaient des analogues d'ailleurs et tout ça, donc ce qui n'était pas le cas des autres. Je veux dire, à l'époque, le PlayStation c'était un D-pad. Là. Il n'y avait pas d'analogue dessus. C'est vrai, il n'y avait pas encore d'analogue dessus. Non, c'était. Il y avait GameCube qui avait un espèce de petit analogue jaune. Oui, mais c'était après. Ah, c'est vrai. Ben oui. Donc, si on vous a donné le goût à la maison de profiter des jeux vidéo rétro, ben vous pouvez aller voir à la planque, jeux vidéo, situé sur Saint-Vallier-Est. Tout à fait. Ou vous pouvez suivre le troisième collaborateur qui était pas là aujourd'hui, dans le podcast Arcade Québec, qui aime ça par les jeux de rétro. Moi, j'aime ça parce que c'est de mon âge, hein. Je trahis mon âge trop souvent ici, là. Donc, voilà. Mais sinon... sinon, c'est Michel Monette qui va arriver dans pas loin de 4 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est après de nous dire que l'émission tire à sa fin? Ben, pas mal. Ben oui. On avait tellement de plaisir! Ben oui, on va en avoir encore la semaine prochaine. Oui, parce que le retour de Simon, plein d'autres choses qui s'en viennent. Hey, merci les gars. Alors, Stéphane Goulet, Jeff Dion,
Merci de nous avoir invités, vraiment, c'est Plaisir, super, gars. puis en espérant qu'on récidive, là. Yes, Conan, merci bien Yes. entendu. Mikey. Ben oui, hey. Hein? Hey, hein? Merci, Eric. Ah, et merci à vous, très chers auditeurs, peut-être au pluriel. Merci d'avoir été là et on se revoit ou se réentend la semaine prochaine sur ce Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.